Zagan était un sorcier solitaire mais riche qui n'avait jamais touché une femme de sa vie. Mais cela change lorsqu'il achète une magnifique esclave elfe pour goûter ses joues. Cependant, après avoir réalisé qu'elle est une gentille méchante qui se soucie de lui, il commence à avoir des sentiments et finit par tomber amoureux d'elle. Avant de la rencontrer, un après-midi ordinaire, une fille rousse est soudainement attaquée par un sorcier renégat. La fille gifle le sorcier, mais cela arrache le visage du sorcier, révélant qu'il porte le visage de son ami. Mais ensuite, Zagan entre, attrape la tête du sorcier et dit qu'il était sur le point de faire sa sieste quand cette absurdité est arrivée. Alors il écrase la tête comme un citron. Mais le sang éclabousse la fille, et elle s'évanouit instantanément. Il utilise la magie pour remonter les dégâts, redressant ses vêtements et restaurant le visage du sorcier. Il décide de la ramener à l'église, mais son plan rencontre un obstacle, et il réalise que quelqu'un a intercepté sa magie. Son étrange ami sorcier, Barbatos, apparaît, et il suppose que Zagan veut utiliser la fille pour un sacrifice magique. Zagan ignore l'accusation et renvoie quand même la fille à l'église avant de retourner à son château. Mais ensuite, Barbatos mentionne que Marqueosis, l'un des archidémons, est mort, ce qui choque Zagan. Mais maintenant qu'il est mort, il y aura une vente aux enchères de ses trésors et de son héritage. Les deux se dirigent vers la ville où se tient la vente aux enchères secrète. Lorsqu'ils arrivent dans la salle des enchères, elle est bondée de gens et de créatures magiques. Ensuite, l'attraction principale arrive à la vente aux enchères. L'autre présente l'un des plus grands trésors de Marquesis, un elfe de la Terre Sainte de Norden qui est connu pour être plus proche des dieux et de la nature que les humains, possédant une puissance immense. Mais pas n'importe quel elfe, un rare aux cheveux argentés. En tant qu'homme qui a à peine vu une femme ou de l'action dans sa vie, Zagan offre instantanément 1 million d'or pour elle. Toute la salle à l'aide d'incrédulité. Zagan, frappé par le coup de foudre, veut simplement la sauver. Barbatos, à moitié en plaisantant, demande quel genre d'expérience Zagan prévoit de faire sur l'elfe. Zagan ne fait qu'esquisser un léger sourire mystérieux, puis se dirige vers le podium pour réclamer son prix. Au fond de lui, cependant, il se sent comme un idiot amoureux, mais face à l'elfe, il n'a aucun charme dans son âme pathétique. Puis, il remarque la chaîne autour de son cou, et l'hôte explique qu'elle scelle ses pouvoirs, et que si elle est déverrouillée, elle s'échappera. Mais il ajoute aussi qu'aucun des sorciers présents ne sait comment l'ouvrir. Avec son sourire maladroit, Zagan dit qu'il a hâte d'entendre sa jolie voix quand il commencera. Et la foule interprète mal ces mots, supposant qu'il a l'intention de séduire et abandonner la pauvre elfe, tandis que Zagan ne réalise pas que ces mots ont été mal compris. Plus tard, de retour dans son château, Zagan est assis en silence avec l'elfe agenouillé devant lui. Il ne sait pas comment lui parler, mais après une longue pause lourde, elle parle la première, demandant comment il va mettre fin à sa vie. Cela choque Zagan, et il réalise qu'elle croit vraiment qu'elle est sur le point de mourir de ses mains. Pour apaiser sa peur, il se présente comme un sorcier qui n'a aucun intérêt à torturer qui que ce soit. L'elfe lui dit alors son nom, Nephilia, mais dit qu'il peut l'appeler Nephi. Il pense que c'est un nom mignon, bien qu'elle ne soit pas d'accord, se qualifiant d'enfant maudite. Pourtant, elle insiste sur le fait qu'elle est encore pure, et commence même à soulever sa robe pour le prouver. Zagan l'arrête instantanément, lui assurant une fois de plus qu'il n'a pas l'intention de l'utiliser pour un sacrifice. Nephi demande alors pourquoi il l'a acheté. Zagan reste silencieux. Il ne veut pas révéler la véritable raison embarrassante et romantique, alors il élude la question en marmonnant qu'elle n'a pas besoin de savoir. À la place, il lui dit qu'il est temps de choisir sa chambre. Nephi répète qu'elle est prête à dormir n'importe où tant qu'elle n'a pas à mourir en sacrifice. Ces mots le surprennent, et il comprend enfin que Nephi a dû vivre comme une esclave, vendue depuis l'enfance, et qu'elle ne sait même pas ce que le confort signifie, ce qui lui rappelle sa propre expérience, un rat des rues survivant dans les ruelles. Finalement, Zagan lui dit qu'il l'a acheté parce qu'il avait besoin d'elle, et cela signifie qu'elle doit vivre pour lui, et plus question de parler de sa mort. En choisissant sa chambre, Zagan opte pour la tour pour sa belle vue. Alors qu'il monte les escaliers, Nephi glisse presque, mais il la rattrape juste à temps, comme dans un drama coréen. À partir de ce moment, il lui tient la main alors qu'ils montent ensemble tout en essayant de ne pas céder à la douceur de sa main. Lorsqu'ils atteignent le sommet, Zagan ouvre la porte et réalise que la chambre de la tour était autrefois une salle de torture. Nephi est entièrement prête à se faire couper la tête, mais Zagan détruit rapidement tout à l'intérieur puis la laisse entrer. Alors que Zagan pense que la pièce est horrible pour y vivre, Nephi l'accepte comme sa chambre quand elle voit qu'elle peut apercevoir la lune depuis le balcon, disant qu'elle veut aussi la chambre parce qu'il l'a choisie pour elle. Le lendemain matin, comme la chambre était encore vide, Zagan a laissé Nephi dormir près du trône à côté de lui la nuit précédente. Mais il n'a pas pu dormir du tout, car Nephi était trop mignonne, et il a eu du mal à rester calme alors qu'une belle elfe qu'il aimait vraiment dormait juste à côté de lui. Zagan essaie désespérément de réprimer son désir, mais n'arrive pas à se détendre. Alors il se lève et va chercher le petit déjeuner pour se distraire. Quand Nephi se réveille, Zagan revient avec du bœuf séché pour qu'il mange. Nephi est surprise de le voir manger la même chose qu'elle, mais pour Zagan, c'est juste la nourriture normale qu'il a toujours mangée depuis qu'il était un petit clochard fauché. Voulant être une servante loyale, Nephi insiste pour cuisiner à sa place. En entendant cela, c'est une grande victoire pour le sorcier amoureux de goûter la cuisine de la fille qu'il aime. Alors il accepte son offre sans hésitation. Ensuite, il se dirige vers le marché pour acheter des ingrédients, et Zagan arrête un chariot de marchands pour les y emmener. Mais le marchand poilu propose de les emmener pour 3 pièces de bronze. Et c'est alors que Zagan se souvient qu'il est complètement fauché après avoir dépensé toute sa fortune pour acheter Nephi. Pour sauver sa dignité, il décide de marcher à la place, disant que marcher est sain. Il pense à voler le marchand, mais quand il imagine comment Nephi réagirait, il change d'avis. Mais peu de temps après, des bandits locaux tentent une embuscade au chariot du marchand. Zagan veut d'abord l'ignorer, mais quand il remarque que Nephi tremble, il suppose qu'elle a eu une mauvaise expérience avec des bandits. Alors il lui montre calmement qu'elle n'a rien à craindre quand il était là. Il foudroie les bandits avec des éclairs. Et quand l'un d'eux vient l'attaquer, Zagan attrape sa hache, la détruit et le repousse. Les bandits appellent leur chef, qui est aussi un sorcier. Et il est surpris de voir un sorcier comme Zagan être une bonne personne. Le chef forme un anneau de feu flamboyant à travers son cercle magique, pensant que cela suffira pour gagner.
Mais Zagan le vole simplement et le retourne contre lui, submergeant toute la bande. Les bandits fuient de terreur, et les marchands, stupéfaits, le remercient chaleureusement, ne s'attendant jamais à ce qu'un sorcier puisse être aussi gentil. Le marchand de chats le récompense avec un sac de pièces d'argent et lui propose un travail de garde jusqu'à ce qu'ils atteignent la ville. Zagan est stupéfait par la somme qu'il paie juste pour donner des coups de pied et de poing aux bandits, mais encore plus surpris de ressentir une véritable appréciation pour la première fois. Les marchands complimentent même Nefi, disant qu'elle a de la chance d'avoir un maître si gentil. Finalement, ils voyagent ensemble avec le marchand. En chemin, Nefi demande pourquoi il aide ces gens, et Zagan pense que c'est peut-être une bonne occasion de l'impressionner avec des mots gentils. Mais au lieu de cela, il dit froidement que ces idiots doivent connaître leur place. Mais il regrette rapidement d'avoir dit cela car cela le fait paraître méchant. Lorsqu'ils atteignent enfin la ville, Zagan se demande quoi acheter pour Nefi. Voyant à quel point elle a l'air mal à l'aise dans sa robe usée, il décide de lui acheter une nouvelle robe. Il l'emmène dans l'atelier d'une couturière, une femme ailée nommée Manuela. Dès que Zagan entre, elle le reconnaît immédiatement comme un sorcier, et lorsque ses yeux tombent sur le cadenas autour du cou de Nefi, elle comprend instantanément la situation. Elle emmène Nefi dans la cabine d'essayage, et pensant qu'elle est le jouet de Zagan, Nefi sort dans une tenue de succube, choquant Zagan, qui manque d'exploser sur place face à ses stratagèmes. Il demande rapidement à Manuela de le changer, et Manuela fait la moue, disant que cela va très bien à Nefi. Mais voyant à quel point le visage de Nefi est rouge, Zagan insiste pour quelque chose de convenable. À la fin, Manuela habille Nefi en tenue de servante, avec des bottes enchantées pour soigner ses pieds si elle se fatigue. Une fois l'affaire conclue, Manuela arrête Nefi avant qu'elle ne parte, et lui dit doucement qu'elle a de la chance d'avoir un maître si attentionné, ce qui touche Nefi. Leur prochain arrêt est chez le forgeron, et Zagan demande si l'homme peut couper le verrou du cou de Nefi, lui disant qu'elle n'en a plus besoin. Mais le forgeron secoue la tête, car le collier est protégé par une puissante magie, et s'il est coupé incorrectement, cela pourrait déclencher un piège qui pourrait lui trancher la tête. Le forgeron suggère d'utiliser la vraie clé, mais Zagan sait que le seul à détenir la clé est son ancien propriétaire, Marchosius. Même ainsi, Zagan paie pour la visite, le remerciant pour l'information. Mais le forgeron l'arrête. Il rappelle à Zagan qu'il l'a sauvé une fois lors d'une attaque et qu'il a honte de ne jamais l'avoir remercié à l'époque. Maintenant, il veut s'excuser. Zagan ne se souvient honnêtement pas de l'événement, mais le forgeron sourit et lui dit de passer à tout moment s'il a besoin d'aide. En sortant de la boutique, Zagan est stupéfait de voir à quel point les habitants de la ville semblent soudainement amicaux, tandis que le forgeron est étonné de voir à quel point Zagan est différent par rapport à avant, simplement parce que Nefi est avec lui. Alors que la journée touche à sa fin, Zagan sait qu'il est cruel de faire cuisiner Nefi après une longue journée, alors il l'emmène dans un pub et lui achète un vrai dîner. D'accord. Elle demande s'il n'a pas peur qu'elle s'enfuit s'il lui enlève son collier. Et bien que Zagan soit un peu inquiet, il veut quand même le lui enlever. Nefi regarde alors sa nourriture et est profondément émue. Elle dit que c'est son premier vrai repas. Et en réfléchissant à son propre passé, Zagan réalise enfin pourquoi il était attiré par elle. Et c'est parce qu'il partage le même type de douleur en grandissant. Il l'encourage à manger. Mais quand elle le fait, elle a du mal à utiliser une fourchette, ce qui la déstabilise. Alors elle utilise une cuillère pour manger une tomate cerise pour la première fois. Elle n'en revient pas de combien c'est savoureux. Mais ensuite, Zagan échoue aussi à utiliser une fourchette et, à sa surprise, Nefi propose de lui donner une tomate. Zagan commence à plier, réalisant que c'est la même cuillère qu'elle vient d'utiliser, et rougit en la mangeant. Nefi dit alors que puisque Zagan ne lui a jamais donné d'ordre, elle veut faire des choses qui l'aideront, même sans qu'on le lui demande, ce que Zagan accepte. Zagan lui rend ensuite l'appareil, en la nourrissant, ce qui les fait rougir tous les deux. Mais quand il réalise que d'autres clients les félicitent en tant que couple mignon, il quitte rapidement l'endroit. Pendant ce temps, la fille rousse d'avant se révèle être une capitaine des Saintes Templiers, Chastiel. Elle est encore hantée par ce qui s'est passé, incapable de comprendre pourquoi un sorcier comme Zagan lui a sauvé la vie. Lorsqu'elle se remémore les yeux perçants de Zagan, elle perçoit la solitude cachée en eux. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, le grand prêtre arrive. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, mais ajoute que sa mission n'est pas terminée. Après avoir enquêté sur le repère du sorcier assassiné, il affirme que Zagan est derrière tous les enlèvements. Chastiel le nie immédiatement, disant que Zagan n'est pas le coupable, mais le grand prêtre s'en moque. Pour lui, même si Zagan n'est pas directement responsable, il reste un sorcier, donc un ennemi de l'Église. Déterminé à prouver l'innocence de Zagan, Chastiel prend la mission à son compte. Le lendemain matin, Zagan rêve d'un fragment de son passé. Quand il était plus jeune et sur le point d'être tué par un grand sorcier, il a réussi d'une manière ou d'une autre à voler la magie de cet homme. Son rêve se termine brusquement lorsque Nefi le réveille. Et pour la première fois, il peut lui dire bonjour, ce qui est un exploit pour lui. Ensuite, quand il arrive dans la salle à manger, l'endroit est impeccable. Nefi a tout nettoyé et même fait du pain pour son petit déjeuner. Et Zagan est véritablement étonné par le miracle qui s'est produit dans sa propre maison. Les longues oreilles de Nefi frémissent, et il réalise que c'est un signe de son bonheur. Puis, voyant une seule assiette et une seule chaise sur la table, Zagan demande si elle a déjà mangé. Nefi répond qu'elle ne cuisine que pour lui. Ne voulant pas qu'elle se prive de nourriture, Zagan insiste pour qu'elle mange avec lui en s'asseyant sur ses genoux, comme s'il était le Père Noël. Nefi se fiche de surprise, et le visage de Zagan devient rouge de honte lorsqu'il réalise ce qu'il vient de lui proposer. Mais Nefi accepte timidement et s'assoit sur ses genoux, et tous deux finissent par partager leur repas ensemble, se donnant mutuellement à manger, ce qu'ils apprécient tous les deux. Quelques jours plus tard, Zagan étudie à la bibliothèque lorsque Nefi s'approche de lui et lui pose des questions sur les cercles magiques et les runes. Elle admet qu'elle ne peut utiliser aucun sort, et Zagan se demande comment c'est possible étant donné qu'elle est quelqu'un avec une énergie si incroyable. On pourrait penser qu'elle a le renard à 9 queues en elle. Alors il décide de lui enseigner tout ce qu'il sait. Il explique que plusieurs cercles peuvent être superposés pour renforcer un sort, mais que c'est une technique dangereuse et que si l'on ne peut pas contrôler parfaitement son mana, la combinaison peut exploser. Mais si elle était maîtrisée, elle accorde une force inimaginable, et Zagan peut déjà dire que Nefi a un véritable potentiel en tant qu'utilisatrice de magie. Nefi demande alors pourquoi il cherche un grand pouvoir en tant que sorcier.
Et la question le prend au dépourvu, car il n'y a jamais vraiment réfléchi auparavant. Après une pause, il dit simplement qu'il veut survivre. Il se souvient de son passé, de la façon dont il vivait autrefois dans la rue, volant des restes juste pour rester en vie, jusqu'au jour où un sorcier a kidnappé les enfants des rues et les a utilisés pour des expériences. Zagan n'a survécu que parce qu'il a volé la magie de ce sorcier, et à partir de ce moment, il a appris à devenir assez fort pour ne plus jamais être impuissant. Nephi écoute en silence, puis dit qu'elle ne souhaite pas du tout être forte. Zagan est sur le point de faire un discours émouvant en réponse quand il sent soudain quelqu'un entrer sur son territoire. Shastiel et son groupe. Ils sont venus enquêter pour savoir si Zagan est responsable des récents enlèvements. Shastiel dégaine son épée sacrée et parvient à fissurer la barrière magique de Zagan. Quand Zagan les confronte, il reconnaît son visage comme celui de la fille rousse qu'il a sauvée autrefois. Mais cette fois, il ne compte pas la laisser partir facilement. Il les avertit de faire demi-tour, mais ils refusent, le forçant à se battre. Le premier Templier reçoit un coup de poing dans le ventre et s'écrase sur un autre. Le blond se jette ensuite, mais Sagan tranche son épée avec aisance, lui détourne la tête et l'écrase au sol. Il déclare qu'il ne les achèvera pas, voulant qu'il répande la nouvelle de son pouvoir à la place. Shastiel crie qu'il ment, sachant qu'il dit cela seulement pour épargner à Nephi la vue du cadavre. Enragée, Shastiel l'attaque de toutes ses forces, mais Zagan refuse de lui faire du mal. Furieuse, elle l'accuse de déshonorer sa dignité en utilisant la magie. Zagan réplique en demandant comment elle peut condamner la magie tout en utilisant son pouvoir sacré pour attaquer ceux qui sont plus faibles qu'elle. Quant à certaines personnes, comme lui, la magie est le seul moyen de survivre. Pendant un bref instant, ces mots la touchent, mais elle les rejette rapidement et continue son assaut. Les gants de Zagan se déchirent, alors qu'il attrape son épée sacrée à deux mains. Acculé contre un arbre, il se prépare lorsqu'elle frappe, coupant directement le tronc. À cette distance, Shastiel lui murmure de faire le mort. Elle explique que l'Église prévoit de le traquer et que s'il ne meurt pas ici, un Templier bien plus fort viendra le chasser. Zagan est stupéfait. Les yeux de Shastiel s'adoucissent lorsqu'elle lui dit qu'elle a vu de la miséricorde dans son regard et qu'elle n'a jamais oublié l'homme qui lui a un jour sauvé la vie. Il sait que protéger un utilisateur de magie est un péché grave pour une Templière comme elle. Pourtant, sa sincérité le pousse à considérer sérieusement son offre. Cependant, il s'inquiète pour Nephi et de leur réaction envers elle. À cet instant précis, Nephi sort du château. L'un des Templiers la prend pour une menace et lance une lance. Zagan la pousse instantanément de côté, mais la lance transperce sa main, le faisant saigner abondamment. À ce moment-là, les émotions de Nephi explosent et elle libère sa magie, commandant à la forêt elle-même d'attaquer le Templier, l'étranglant comme si elle était du lierre vénéneux. Zagan se précipite vers elle et la serre fort jusqu'à ce qu'elle reprenne le contrôle. Quand le chaos se calme, Shastiel et son groupe se retirent. Plus tard, Nephi soigne la main blessée de Zagan. Lorsqu'il lui demande à propos de son pouvoir, Nephi hésite, craignant qu'il ne la craigne. Elle avoue que son pouvoir est l'enchantement. Zagan est stupéfait, car il a toujours cru que l'enchantement était un mythe. Contrairement à la magie ordinaire qui repose sur la logique et la connaissance, l'enchantement plie la nature elle-même par la seule volonté. Nephi explique que son peuple voyait son don comme une malédiction. Lorsque son village a été attaqué, ils l'ont vendu pour se sauver. Pourtant, même en captivité, la ville l'a traqué encore. À ce moment-là, elle se sentait étrangement soulagée, pensant que la mort était sa punition pour ce qu'elle avait mal fait. Mais plus tard, elle a réalisé à quel point cette pensée était monstrueuse et a enfoui sa douleur au plus profond d'elle-même. Elle s'excuse de ne pas être assez gentille ou pure. Mais Zagan rit seulement, disant que s'il avait été traité de cette façon, il aurait détruit toute la ville. Il lui dit de ne pas se sentir coupable, car ces gens étaient déjà mauvais. Et il dit que si elle possède un tel pouvoir, elle devrait l'utiliser, pas le cacher. Puis, il se souvient d'une fille de son passé qui l'avait traité de mauvaise personne parce qu'il était fort. Il l'avait traité de faible, disant que la faiblesse faisait d'elle une proie, mais elle s'était mise en colère et lui avait dit que même si elle est faible, elle mérite toujours de vivre et qu'être fort ne donne à personne le droit de faire tout ce qu'il veut. Pourtant, il croit que la gentillesse et la miséricorde peuvent facilement mener à l'imprudence. Alors il a choisi la force à la place. Maintenant, agenouillé devant Nephi, Zagan lui caresse doucement la joue et lui dit d'arrêter de cacher sa véritable nature. Et à ce moment-là, Nephi s'effondre enfin, pleurant doucement dans ses bras. Après qu'elle ait cessé de pleurer, Nephi s'excuse d'avoir montré son côté faible. Mais Zagan lui dit que c'est la première fois qu'il l'entend parler autant. Gênée, elle rougit et essaie de changer de sujet en demandant à propos de ses mains. Zagan réalise qu'il ne ressent aucune douleur. Et quand il enlève le bandage, sa main est déjà guérie. Il se rend compte que c'est parce qu'il a touché sa joue et que son pouvoir a dû le guérir, alors il la remercie pour cela. Plus tard dans la même nuit, Nephi jette un coup d'œil derrière un pilier et demande doucement si Zagan veut dormir avec elle. La question le prend complètement au dépourvu. Avec son visage rougi et sa voix tremblante, l'esprit de Zagan s'emballe, imaginant quelque chose de bien plus étrange. Mais son fantasme est brisé lorsque Nephi précise qu'elle veut simplement partager son lit, puisque Zagan dort toujours sur le trône. Réalisant à quel point elle est pure, Zagan rit maladroitement et dit qu'il est bien à dormir là, car c'est son trophée après tout. Déjà en s'attendant à cette réponse, Nephi s'assoit devant lui et offre ses genoux comme oreiller à la place. Zagan ne peut pas dire non à cette offre alléchante. Rassemblant son calme, il s'allonge, posant sa tête sur ses cuisses plus douces que du beurre. Lorsqu'il lève les yeux, son visage rencontre une vue si belle qu'elle lui coupe presque le souffle et fait saluer son arme. Dans le calme silence, Zagan demande pourquoi elle fait cela. Nephi sourit doucement et dit qu'elle veut le remercier de la laisser vivre avec lui et de lui permettre d'utiliser son pouvoir librement. Zagan lève la main, touche à nouveau son visage et demande si elle veut explorer davantage ses capacités d'enchantement. Il a vu que même avec le verrou maudit, elle détient encore un grand pouvoir et si elle apprend à le contrôler, elle peut se protéger. Nephi hésite, doutant d'elle-même, et se demande si elle peut vraiment le faire ou si elle peut lui être utile.
Zagan la rassure avec une confiance tranquille, disant qu'elle peut devenir plus forte que lui et qu'elle n'a rien à craindre. Encouragée par ces mots, Nefi accepte finalement de s'entraîner pour pouvoir l'aider. Zagan se tait, n'ayant jamais imaginé que Nefi deviendrait un jour son élève. Mais alors que le silence s'installe, Nefi évoque son ancienne histoire de la fée qu'il avait un jour traité de méchant. Elle dit que même s'il le cache, elle sait que cela a dû faire mal. Puis elle serre doucement sa tête dans ses bras et promet de ne jamais oublier à quel point il est gentil. À ce moment-là, Zagan verse une larme en secret, souhaitant pouvoir ressentir cette chaleur réconfortante pour toujours. Le lendemain, Barbatos fait une visite, demandant des nouvelles de l'attaque des Templiers et de Chastil, qui maniait une épée sacrée. Zagan admet qu'elle était forte, ce qui fait rire Barbatos. Mais quand il remarque le visage de Nefi, il saute de son siège sous le choc, demandant pourquoi elle est encore en vie. Zagan lui dit qu'il n'est pas comme lui, et il présente Nefi à Barbatos comme son élève maintenant, puisqu'elle détient une énergie immense et pourrait être capable de maîtriser des sorts puissants. Barbatos n'y avait pas pensé et loue l'idée, qualifiant Nefi d'arme vivante. Puis il demande si elle était la raison pour laquelle les Templiers ont fui, et Zagan l'admet avec désinvolture. Barbatos insiste, demandant si Zagan a l'intention de revendiquer le trône vide. Zagan admet que l'idée lui a traversé l'esprit, juste pour que personne ne puisse jamais toucher Nefi. Pourtant, il sait qu'avec seulement 10 ans d'expérience, il pourrait facilement perdre face à ceux qui ont vécu 100 ans en tant que sorciers ou sorcières. Mais malgré tout, tant qu'il est en vie, il continuera à s'efforcer. En voyant l'affection de Zagan envers Nefi, Barbatos soupire, perd intérêt et décide de partir. Zagan se demande ce qui lui prend, tandis que Nefi remarque que Barbatos semble être un bon ami pour lui. Le mot « ami » reste dans l'esprit de Zagan car il n'a jamais vraiment pensé à en avoir un. Secouant cette pensée, il décide qu'il est temps de commencer l'entraînement de Nefi. À partir de ce jour, Nefi étudie la magie entre ses tâches ménagères, montrant lentement plus d'émotion chaque fois que Zagan loue sa cuisine. Lorsqu'il pratique l'enchantement, elle a du mal à contrôler son pouvoir, mais ses cercles magiques deviennent plus raffinés chaque jour. Puis, un matin, une invitation officielle arrive des 12 seigneurs sombres, convoquant Zagan à la grande salle. Le jour promis, Zagan se rend au château secret caché sous la ville, où les 12 seigneurs sombres l'attendent. Lorsqu'il entre dans la grande salle, des murmures remplissent l'air. Les autres sont choqués que le candidat pour le trône vide soit si jeune. Zagan les fixe et leur dit de dire leur intention ou il s'en ira. L'un des seigneurs rit de son orgueil, puis s'avance, déclarant que Zagan est maintenant choisi comme le 13e seigneur des ténèbres. Il présente la marque du seigneur des ténèbres, expliquant que pour prendre le trône, Zagan doit l'accepter comme les autres l'ont fait. Zagan ressent la vague écrasante de pouvoir émanant de la marque, une énergie identique à celle qu'il perçoit en chacun d'eux. Il demande pourquoi ils l'ont choisi alors que d'autres sont bien plus forts. Un autre seigneur répond que bien que Zagan possède une puissance immense, son véritable don est la survie. Le premier sorcier qu'il a jamais vaincu, Andras le Maudit, n'était pas un faible, pourtant Zagan l'a vaincu à un si jeune âge. Ils ajoutent que sa capacité à mémoriser les cercles magiques et à les maîtriser instantanément rend sa magie à la fois terrifiante et unique. Un autre seigneur ajoute que la force de Zagan mérite à la fois admiration et crainte, car lorsque Zagan vole le pouvoir d'un autre, personne ne peut l'arrêter. Il continue de fixer Zagan, disant qu'il peut toujours décider de les éliminer et que personne ne peut s'échapper. Il pourrait faire plier chaque seigneur devant lui comme un véritable tyran, et c'est pourquoi il est choisi comme le 13e seigneur des ténèbres. Zagan écoute tranquillement, se demandant s'il pourrait voler tout leur pouvoir s'il le souhaitait. Une femme parmi eux avertit qu'il le pourrait, mais que le gain serait bien moindre que la perte, et ce rappel lui fait instantanément penser à Nefi. Un autre seigneur prend la parole, disant que la colère des seigneurs sombres ne se limite pas à la destruction, et qu'il pourrait effacer tout ce qu'il chérit, même son existence même. Il ajoute qu'il n'y a pas de paix sur ce chemin, et qu'être un seigneur des ténèbres signifie être suivi uniquement par les ténèbres. Zagan ricane à leurs paroles. Pour lui, il a déjà vécu l'enfer bien avant de devenir sorcier, sachant que dans ce monde, il n'y a que deux choix, vivre comme le diable ou mourir. Zagan choisit de vivre et accepte son rôle de 13e seigneur des ténèbres, mais seulement à une condition. Plus tard, après la cérémonie, Zagan retourne à son château. Nefi est occupé dans la cuisine lorsqu'il entre avec une expression lourde. Il lui dit la vérité, qu'il est maintenant le seigneur des ténèbres, et qu'avec ce pouvoir, il peut enfin déverrouiller sa chaîne maudite. Puis, Zagan libère Nefi, disant qu'en tant que seigneur des ténèbres, il n'a pas besoin d'elle. Soudain, Nefi se retrouve seule dans une ruelle sombre. Elle se souvient du dîner qu'elle préparait, de la chaleur de sa maison, mais quand elle regarde la chaîne ouverte autour de son cou, elle se rappelle douloureusement les mots de Zagan, et comment il l'a laissé partir. Plus tard, Chastil trouve Nefi et voit que l'elfe est encore sous le choc. Chastil s'agenouille à côté d'elle et lui demande doucement si elle va bien. Mais Nefi, l'esprit perdu dans le désespoir, offre sa vie aux Templiers. Même Chastil est effrayé par la réaction étrange de Nefi. La scène attire l'attention des passants et des murmures se répandent. Tout le monde sait que Nefi vit avec un sorcier et maintenant il suppose que Chastil la harcèle pour cette raison. La couturière Manuela s'avance, se plaçant entre eux et réprimandant Chastil pour être sans cœur envers une fille sans défense. Chastil éclate en sanglots alors que le malentendu s'aggrave. Même lorsque Nefi explique que Chastil n'a rien fait de mal, le Templier ne peut s'empêcher de pleurer. Plus tard, les trois femmes s'assoient ensemble dans un pub à proximité. Chastil s'excuse pour sa réaction et Manuela demande curieusement comment elle connaît Nefi. Chastil admet que c'est à cause de sa mission.
Nephi ajoute rapidement que Shastil n'est pas à blâmer, et que celui qui a blessé Zagan était un autre templier nommé Torres, qui a été traumatisé après l'attaque de l'arbre de Nephi. Lorsque leur nourriture arrive, Nephi se rend compte qu'elle n'a pas d'argent pour payer. Manuela propose gentiment de couvrir le repas, mais plaisante en disant que Shastil doit payer les boissons. Shastil est sur le point de se plaindre quand Nephi éclate soudainement en larmes, submergé par des souvenirs. Ni Shastil ni Manuela ne s'y attendent. À travers ses larmes, Nephi s'écrie, se demandant pourquoi Zagan l'a rejeté ainsi. Manuela, agissant comme une grande sœur, la réconforte doucement jusqu'à ce que Nephi puisse enfin expliquer son histoire. Shastil fronce les sourcils et dit que Zagan semble avoir utilisé Nephi, mais Nephi la coupe immédiatement d'un regard froid et sérieux, disant que Zagan ne ferait jamais une telle chose. Manuela demande si quelque chose d'étrange s'est produit avant qu'il ne l'envoie, et Nephi se souvient que Zagan a mentionné qu'il était devenu le Seigneur des Ténèbres. Manuela explique que leur ville est gouvernée par le 13e Seigneur des Ténèbres, le Seigneur Marchosius. Mais depuis sa mort, d'innombrables malheurs ont frappé la région. Shastil ajoute que de nombreuses femmes ont été enlevées récemment. Et Manuela dit que le coupable était un sorcier connu sous le nom de voleur de visage, qui avait déjà été capturé par l'Église. Elle se plaint ensuite des taxes de l'Église et de leur soi-disant offrande de salut. Shastil ne trouve pas les mots pour se défendre, mais Nephi lui dit doucement que ce n'est pas sa faute. Shastil sourit à travers ses larmes, touchée par la gentillesse de Nephi, et maintenant elle comprend pourquoi Zagan voulait tant la protéger. Leur conversation revient aux seigneurs sombres, et Shastil explique que les seigneurs sombres sont des symboles du mal, les démons que l'Église a juré de détruire. Il y a 12 épées sacrées, chacune destinée à tuer l'un des 13 seigneurs sombres, et si un nouveau 13e seigneur s'est levé, l'Église le traquera. Nephi réalise silencieusement que c'est probablement pour cela que Zagan l'a libéré. Shastil demande alors si Zagan est doué en magie, et s'il utiliserait un sacrifice humain pour la renforcer. Nephi secoue immédiatement la tête, disant que Zagan n'a jamais montré d'intérêt pour les personnes faibles, et la seule fois où il a attaqué les autres, c'était parce qu'il méprisait leur cruauté. Shastil hoche la tête en accord, car elle a vu elle-même comment Zagan a refusé de la combattre simplement parce qu'elle était une femme, et malgré sa puissance terrifiante, il était un gentleman. Elle ajoute que la première fois qu'elle l'a rencontré, il ressemblait à un homme, pleurant silencieusement à l'aide, mais trop fier pour l'admettre. Nephi comprend cela parfaitement, car bien qu'elle n'aime pas l'idée que quelqu'un d'autre connaisse Zagan aussi profondément, son inquiétude pour lui l'emporte sur sa jalousie. Elle se lève, déterminée à retourner vers lui, et elle dit que même si Zagan est fort, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas être blessé. Shastil est d'accord, et jure d'aider aussi, promettant de découvrir qui a essayé d'accuser Zagan des crimes de la ville. Manuela sourit chaleureusement, heureuse de voir que tout se met en place, et dit à Nephi de venir la voir à tout moment si elle a besoin de parler à quelqu'un. Quand Nephi demande pourquoi elle est si gentille, Manuela répond simplement que c'est parce qu'elles sont amies. Et Shastil ajoute maladroitement qu'elle veut aussi rejoindre ce groupe. Les filles partagent un rare moment de rire, jusqu'à ce que les 3 templiers de l'unité de Shastil fassent irruption dans le pub, criant à propos d'une urgence. Avant qu'ils ne puissent expliquer, des ombres sombres apparaissent soudainement, tourbillonnant dans la pièce sous le nom de Zagan. Ils frappent rapidement, capturant Nephi et Shastil, tandis que Manuela parvient à s'échapper en s'envolant haut dans les airs. De retour au château, Zagan est assis seul, sa maison douloureusement silencieuse sans la présence de Nephi. Pendant ce temps, les 3 templiers du pub sont allongés au sol, piégés par les mêmes pièges magiques qu'il a créés avec Nephi. Zagan ne cesse de se dire que laisser partir Nephi était le bon choix, mais alors qu'il se retourne pour partir, l'un des templiers blonds lui attrape la jambe, le suppliant de sauver Shastil. Il explique que Shastil a défendu Zagan, allant même jusqu'à affronter le grand prêtre pour prouver son innocence. Zagan ne comprend pas, jusqu'à ce que Manuela fasse irruption, criant que Nephi et Shastil ont été enlevés. Il serre les poings, déchiré entre agir et rester caché. Il sait que s'il intervient, l'Église découvrira son lien avec Nephi et elle sera marquée comme hérétique. Mais avant qu'il ne puisse hésiter davantage, Manuela lui crie dessus. Elle lui dit que Nephi veut vraiment rester avec lui et demande comment il peut être si insensible. Ces mots frappent plus fort que n'importe quelle lame, car après tout ce qu'il a dit à Nephi, elle veut toujours être avec lui. Cette prise de conscience lui éclaire l'esprit, et il admet qu'elle a raison sur le fait que les utilisateurs de magie sont égoïstes. Mais il admet qu'il est égoïste aussi, car Nephi est à lui, et quiconque ose la toucher paiera de sa vie. Avec cela, Zagan se lève, les yeux brûlants de fureur. Manuela le rejoint, ainsi que les 3 templiers, prêts à sauver Nephi et Shastil. Quand elle demande s'il sait qui est derrière l'attaque, Zagan baisse les yeux et dit qu'il peut deviner avec un cœur lourd. Ailleurs, au fond d'une grotte, Nephi se réveille enchaîné à côté de Shastil. La malédiction sur les chaînes est forte, drainant son énergie et scellant son pouvoir. Dans l'ombre, une voix familière résonne, et Barbatos entre dans la lumière. Nephi le regarde avec incrédulité et exige de savoir pourquoi, sachant qu'il était censé être l'ami de Zagan. Barbatos rit cruellement, disant qu'il n'a jamais considéré Zagan comme un ami. Il lui dit qu'Andras, le premier sorcier que Zagan a éliminé, était son propre mentor. Barbatos affirme que tout ce que Zagan possède maintenant aurait dû être à lui. De là, la richesse, le pouvoir, le savoir. Il admet que les enlèvements étaient de son fait, car il a laissé un sorcier inférieur agir sous le nom de Zagan pour l'incriminer. Mais le plan a mal tourné, et tout a échappé à tout contrôle. Shastil s'emporte, le traitant de monstre, mais Barbatos sourit, disant que les sacrifices sont nécessaires. Il veut prouver aux 12 seigneurs sombres qu'il mérite une place parmi eux. Maintenant, avec Nephi, la rare elfe, il prévoit de l'utiliser comme sacrifice pour ouvrir le portail interdit.
Mais Nephi le fixe et dit que Zagan a déjà été couronné le 13e seigneur des ténèbres. Barbatos se fiche d'incrédulité et la rage le consume. Il hurle que Zagan lui a tout volé et traîne Nephi vers le cercle magique lumineux. Nephi ressent l'emprise de la malédiction et pense que cela pourrait être sa fin. Mais lorsqu'elle se souvient que seul Zagan l'a toujours vu comme une personne et non comme un outil, quelque chose s'embrase en elle. Elle crie qu'elle appartient à Zagan et que personne d'autre ne peut la toucher. Furieux, Barbatos lève la main pour la frapper, quand soudain, la grotte explose et Zagan arrive. Barbatos réalise immédiatement que ses ruses ont été découvertes, et il exige de savoir quand Zagan l'a compris. Zagan répond calmement que c'était simple. Il révèle qu'il n'a aucun sens que le sorcier voleur de visage ait réussi à pénétrer sa puissante barrière, sachant qu'il est un faible minable qui a supplié pour sa vie et est mort facilement. Ainsi, Zagan réalise que la seule personne qui oserait franchir sa barrière était Barbatos. Mais le véritable indice est venu lorsque Barbatos est venu le voir après avoir entendu qu'il avait été attaqué par un templier sacré, et c'était évident. Mais ce qui a vraiment mis Zagan en colère, c'est que Barbatos ait osé blesser Nephi, et cela, il ne pourrait jamais le pardonner. Sans hésitation, Zagan se déplaça rapidement, attaquant la main et la jambe de Barbatos pour le paralyser. Il brise immédiatement les chaînes de Nephi et lui demande si elle va bien, mais Nephi lui retourne la question. Pour la première fois, elle parle honnêtement et elle dit qu'elle détestait le voir triste. Et s'il pensait vraiment qu'elle était inutile, elle aurait accepté de partir. Mais elle ne pouvait pas supporter l'idée de son visage solitaire, et elle ne voulait pas voir Zagan seul. Le cœur de Zagan se serre, et il prend Nephi dans ses bras, s'excusant de l'avoir abandonné. Mais leur moment tendre est brisé lorsque Barbatos invoque une nuée de cercles magiques massifs pour une contre-attaque. Pourtant, Zagan reste calme, révélant qu'il avait déjà corrompu l'énergie magique de Barbatos plus tôt. Barbatos, furieux, l'accuse d'avoir volé ce tour à Andras. Zagan le corrige, disant que c'était une technique qu'il avait maîtrisée avant de mettre fin à Andras. À l'époque, il ne pouvait dessiner des cercles magiques qu'avec du sang. Et quand Andras a essayé de l'utiliser comme sacrifice, Zagan avait déjà dessiné un cercle caché sur sa main. Et parce qu'Andras a utilisé le même sort, Zagan a réussi à voler sa magie en un instant. Poussé par la rage, Barbatos invoque tous les cercles magiques dont il se souvient, mais Zagan les vole tous sans effort. Il explique que son pouvoir ne vient pas de la chance, mais d'un effort inlassable. Il étudia sans relâche, lisant chaque livre de la bibliothèque jusqu'à ce que les gens commencent à l'éviter. Mais seul Barbatos est resté, et il pensait qu'il était un ami. Mais Barbatos était simplement curieux de savoir quel genre de personne il était vraiment. Zagan répond fièrement à cette question en exhibant sa maîtrise de la magie volée de Barbatos. Et en tant que nouveau seigneur des ténèbres couronné, Zagan déclare son titre. Zagan, le tueur de sorciers. Ces mots sont suivis d'une vague massive de destruction provenant de ces cercles magiques améliorés. Barbatos s'effondre, du sang s'écoulant de sa bouche. Il réalise que même s'il devenait l'un des seigneurs des ténèbres, il ne pourrait jamais surpasser Zagan. Haletant, il s'excuse pour son arrogance, jouant même la carte de l'amitié par désespoir. Zagan s'approche, et avec des yeux froids, il dit que Barbatos n'est pas son ami avant de frapper avec son poing chargé de magie. Mais elle ne fit que toucher le sol à côté du visage de Barbatos, le traumatisant. Barbatos rit méchamment en se redressant, déclarant qu'il plaisantait et refuse de prendre la vie de Barbatos. Barbatos le traite d'imbécile pour cela, mais Zagan dit qu'il brisera les frontières et ne vivra plus selon leurs règles de sorcellerie. Soudain, le sol tremble violemment. Zagan demande à Barbatos ce qu'il a fait, mais Barbatos dit que ce n'est pas lui. Zagan réalise que le coup qu'il a donné a activé la magie de Barbatos, et Barbatos révèle qu'il essayait d'invoquer un vrai démon. Puis, un démon massif commence à s'éveiller, et tout le monde se prépare au pire. En le regardant, Zagan ressent l'aura immense qu'il dégage, et il réalise qu'il ne peut pas gagner malgré ses meilleurs efforts. Mais lorsque le démon prend sa forme complète, il n'attaque pas. Au lieu de cela, il s'agenouille devant Zagan, reconnaissant la présence de son seigneur, surprenant tout le monde. Zagan est confus quant à ce qui se passe, mais ordonne calmement au démon de retourner dans son royaume, et il lui obéit étonnamment. Alors que le démon disparaît, la grotte commence à s'effondrer, et Zagan entraîne tout le monde pour s'échapper. Dehors, les trois templiers attendent Nantes à la sortie de la grotte, ravis de voir Castiel sain et sauf. Torres remarque que c'est peut-être la première fois qu'il laisse des sorciers indemnes, et Zagan expire profondément et les laisse partir. Manuela se penche près de lui, remerciant Zagan de les avoir sauvés. Quant à Barbatos, il accepte sa défaite et part comme Zagan l'a ordonné. Finalement, seuls Zagan et Nephi restent. Nephi parle en première et, avec une pleine conviction, dit qu'elle veut rester avec lui quoi qu'il arrive. Zagan s'agenouille devant elle et lui dit qu'il ne veut pas être appelé maître ou papa, mais qu'il veut quelque chose de plus. Puis, incapable de retenir ses émotions, il se lève, lui saisit les épaules et déclare qu'elle lui appartient pour toujours, même après la mort. Nephi sourit chaleureusement et accepte. Elle lève même son ancienne chaîne, disant que même si elle symbolisait autrefois l'esclavage, elle veut qu'il la lui mette, car elle représente maintenant le début de leur lien.
Mais quand Nephi demande quelle est la nature de leur relation, Zagan cède à la pression, car même avec tout son pouvoir, il ne connaît toujours pas le bon mot pour l'amour. Les jours passent après ce moment et Castiel décide de lui rendre son épée sacrée. Elle sent qu'elle ne mérite plus de la brandir, sachant qu'elle veut aider Zagan, l'ennemi de l'église. Le grand prêtre accepte l'épée et l'informe qu'elle sera punie, mais le véritable problème réside dans l'épée elle-même. L'épée sacrée choisit son propre maître et il semble injuste que l'un de ses porteurs choisis soit maintenant puni pour avoir aidé un sorcier. Par respect pour ses services, le grand prêtre promet de la défendre et de s'assurer que sa punition ne soit pas sévère. Cependant, un autre des plus puissants templiers sacrés, Raphaël Hirondelle, vient visiter leur ville. Personne ne connaît son but, mais Castiel craint déjà qu'il ne soit celui chargé de prononcer son jugement. Pendant ce temps, Zagan est plongé dans sa bibliothèque, cherchant des informations sur le pouvoir des seigneurs des ténèbres et leur lien avec les démons. Mais peu importe le nombre de livres qu'il lit, il ne trouve rien qui réponde à ses questions. Soudain, Nephi entre en essayant de le surprendre, mais il sent déjà sa présence. Il laisse Nephi faire son truc, mais à cause de la différence de taille, elle échoue à le surprendre et devient confuse. Elle sourit et lui dit qu'elle s'inquiète qu'il se surmène, et Zagan a du mal à se contenir face à cette créature adorable. Elle révèle qu'elle lui a préparé le déjeuner en utilisant l'une des nouvelles recettes de Manuela. Elle révèle que Manuela lui a appris plusieurs recettes, et quand il les essaie, ils sont émerveillés par leur goût. Elle ajoute qu'elle a fait du pudding et explique qu'il est fait avec des œufs et de la crème, ce dont Zagan n'a aucune connaissance. Quand Zagan regarde le pudding, il est confus sur la façon de le manger. Nephi lui dit d'utiliser sa cuillère, et quand il goûte la première bouchée, il est étonné par la saveur et par tout ce qu'il ignore sur les goûts. Soudain, un énorme fracas secoue le château. Sa barrière se brise, et un dragon gigantesque fait irruption. C'est Valfor. Alors qu'elle entre, avec sa voix lourde, il défie Zagan, mais Zagan lui dit de rester tranquille car il veut finir son pudding. Mais Valfor le prend comme une insulte et attaque. Cela met Zagan en colère car cela gâche son dessert, alors il riposte instantanément, projetant Valfor à travers la pièce. Lorsque son casque tombe, Nephi est surpris de voir que ce n'est pas un monstre du tout, mais une fille. Réalisant qu'il pourrait énerver les féministes regardant la vidéo, Zagan s'étouffe de gêne et transporte rapidement Valfor dans une chambre d'amis pour qu'elle puisse se reposer. Puis Valfor se réveille et essaie immédiatement d'attaquer Zagan à nouveau, mais Zagan l'attrape facilement, lui disant de remercier Nephi, car si elle n'était pas là, il aurait lancé sa tête comme un ballon de basket. Valfor demande pourquoi il l'a épargné, et il dit simplement que c'est à cause de Nephi. Il lui demande ensuite pourquoi elle a attaqué, et elle insiste sur le fait qu'elle doit devenir plus forte, déclarant qu'en tant que dragon, elle le tuera car il est connu comme le tueur de sorciers. Zagan, incapable de neutraliser sa puissance brute, trouve sa détermination étrangement familière, car elle lui rappelle son jeune moi. Alors, au lieu de la punir, il prétend qu'aider Nephi pendant une semaine servira de punition. De cette façon, il peut lui enseigner le bien du mal d'une manière qu'elle pourrait réellement comprendre. Et si elle s'avère toujours mauvaise, il se dit que ce ne sera pas de sa faute. Curieuse et prudente, Valfor demande soudainement si Zagan prévoit de la manger. Il sursaute horrifié et lui assure que même s'il est peut-être un mauvais homme, il n'est pas aussi faux. Confuse, Nephi demande pourquoi quelqu'un mangerait un dragon. Zagan explique que le sang et la chair de dragon contiennent une énergie magique énorme, accordant une régénération puissante et une longévité, tandis que leurs os peuvent guérir presque n'importe quelle maladie. Et il comprend enfin pourquoi Valfor se cache dans son armure lourde. Il se souvient soudain comment les gens le nourrissaient quand il mourait de faim. Alors Zagan lui offre de la nourriture. Valfor se sent insulté et est sur le point de jeter la nourriture quand Zagan la prévient qu'il l'enverra rejoindre Kobe Bryant si elle gaspille la nourriture que Nephi a cuisinée. Et quand elle goûte à quel point c'est bon, elle finit la nourriture en un rien de temps. Zagan part ensuite pour la bibliothèque, et Valfor le traite de fou de la laisser avec Nephi. Mais il lui dit de faire ce qu'elle veut, convaincu qu'elle ne peut de toute façon pas surpasser Nephi. Zagan les observe alors de près, et Valfor commence à aider Nephi avec la lessive. Émerveillé par sa cuisine, Valfor dit que Nephi est maintenant son ami. Quant à Zagan, Valfor le trouve étrange après avoir vu comment il cache son véritable pouvoir tout en la traitant gentiment. Elle demande alors à Nephi pourquoi elle choisit de rester avec quelqu'un comme lui. Nephi sourit doucement et répond que bien que Zagan l'ait acheté, il ne l'a jamais traité comme un jouet, et il l'a accepté et traité comme une personne normale. Ces mots touchent quelque chose de profond en Valfor, quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti auparavant. Les jours passent alors que Valfor s'installe dans la vie avec eux, travaillant dur aux côtés de Nephi sans une seule plainte. Un soir, tandis que Zagan poursuit sa recherche infructueuse de l'emplacement du véritable seigneur démon, Valfor l'appelle pour dîner. Il la rejoint avec désinvolture, mais elle le prévient qu'il devrait faire attention, car un jour, elle pourrait l'attaquer par derrière. Zagan sourit simplement, se rappelant Barbatos, et lui dit qu'elle est libre d'essayer, mais si elle perd, ses corvées doubleront. À la table à manger, Valfor s'excuse timidement pour son attaque du premier jour. Sentant qu'elle se calme enfin, Zagan décide de l'emmener avec lui lorsqu'il explore le château du Seigneur des Ténèbres. Mais Valfor se met soudain en colère, exigeant de savoir pourquoi il lui fait confiance si facilement alors qu'elle est un dragon. Zagan répond qu'il se moque qu'elle soit un dragon ou autre chose, car chez lui, elle n'est qu'une fille, et elle est libre d'agir comme telle. Ces mots la figent, car personne ne l'a jamais traitée ainsi. Submergé, Valfor commence à pleurer. Zagan lui tapote maladroitement la tête, lui disant de ne pas mettre de larmes dans la nourriture de Nephi.
Elle hoche la tête en pleurant et insiste pour qu'à partir de maintenant, il puisse aussi être son ami. Plus tard dans la nuit, Vallefort s'endort en tenant toujours sa cuillère. Quand Zagan essaie de la lui enlever, elle attrape son doigt à la place, murmurant dans son sommeil à propos de son père. Nephi les regarde tranquillement et sourit, disant qu'on dirait qu'ils viennent d'avoir un enfant. Leurs visages deviennent rouges vifs, et sans un mot, Zagan et Nephi tendent la main et se tiennent par la main. Dès le jour où Vallefort commence à travailler au château de Zagan, elle tient un journal, notant tout ce qu'elle apprend sur le ménage, la lessive et la cuisine. Mais ce qui la préoccupe le plus, c'est Zagan et Nephi. Elle a vu une fois Nephi regarder tranquillement le visage endormi de Zagan en parlant à elle-même, comme si elle prévoyait de lui dire quelque chose. Et une autre fois, elle a vu Nephi assise sur ses genoux pendant qu'ils étudiaient ensemble à la bibliothèque. Ils se séparent maladroitement dès qu'elle est apparue. Mais quoi qu'il en soit, Vallefort se sent bien d'être ici. Le lendemain, Zagan et Nephi l'emmènent à la boutique de Manuela. Les deux achètent à Vallefort un manteau mignon, et elle l'adore. Puis, alors qu'ils traversent le marché, Vallefort tient les mains de Zagan et Nephi, comme si elle était leur fille, et Zagan ne peut s'empêcher de se sentir protecteur envers elle. Non loin de là, Chastil se promène dans le marché, pensant à tout l'équipement qu'elle a rendu à l'église. Elle l'a fait parce qu'elle reconnaît ses torts pour avoir défendu le Seigneur des Ténèbres. Pourtant, elle sait que Zagan est une bonne personne, et elle ne veut pas qu'il soit séparé de Nephi, car ils formeraient une merveilleuse petite famille. Puis, le vrai Zagan et Nephi apparaissent juste devant elle, avec une petite fille entre eux. Chastel est stupéfaite, incapable de croire qu'ils ont déjà applaudi et eu un enfant. Zagan explique rapidement que son cornichon n'a pas été mouillé et que l'enfant n'est pas le leur. Il présente Vallefort et lui dit que Chastil est leur ami. Mais avant que le moment ne puisse s'installer, 3 Templiers arrivent et saisissent Chastil, disant que le grand prêtre exige sa présence. Vallefort est prêt à attaquer, mais Zagan l'arrête, disant que les gens du marché sont des amis de Nephi et que Vallefort ne peut pas faire de scène. Plus tard, lorsque Zagan arrive au château du Seigneur des Ténèbres, Vallefort ressent une énergie familière à l'intérieur, comme un dragon qui y vivait autrefois. Zagan lui dit d'enquêter et de prendre tout ce qui pourrait être lié au dragon. L'exploration commence. Ils trouvent un golem inactif qui protégeait autrefois le château, mais depuis la mort de Mercosius, il est resté immobile. Puis Vallefort découvre un cercle magique imprégné du pouvoir d'un dragon. Zagan lui tapote la tête et Nephi fait de même. Vallefort ouvre alors une porte secrète à partir du cercle magique, mais pendant cela, Zagan remarque que Nephi rougit comme si elle voulait quelque chose et réalise qu'elle veut aussi une tape sur la tête. Alors Zagan la tapote, et les oreilles de Nephi frémissent d'excitation. Puis la porte secrète s'ouvre, et ils descendent dans un donjon caché. Au fond se trouve une bibliothèque secrète. Zagan demande à Nephi et Vallefort de chercher des livres sur le Seigneur démon ou les démons. Pendant qu'ils cherchent, Vallefort, ayant observé la proximité entre Zagan et Nephi, demande comment il peut savoir ce que Nephi veut à l'avance. Zagan répond qu'il peut déjà le deviner et que Nephi lui donne des indices. Vallefort souhaite être comme ça un jour, et Zagan comprend ce qu'elle veut dire et lui dit qu'elle a tout le temps. Quelques instants plus tard, elle repère un livre sur les 12 épées sacrées. Zagan est ravi et le lit rapidement. Il étudie les runes et voit que la marque de l'épée sacrée et celle du Seigneur des Ténèbres se ressemblent étrangement. Il sait que s'il peut découvrir leur histoire, il pourrait apprendre la vérité sur le Seigneur démon. Pendant ce temps, à l'église, le célèbre templier Raphaël arrive. Chastil est appelé pour l'accueillir. Raphaël ne perd pas de temps en politesse et demande immédiatement combien de sorcières ou de sorciers elle a tué. Croyant qu'il a l'intention de l'exécuter, Chastil répond prudemment qu'elle ne tient jamais le compte. Raphaël rit bruyamment, impressionné par son audace, car cela fait des lustres que personne ne lui a parlé aussi directement. Mais son ton se durcit rapidement, lui disant de garder cette fierté pour l'au-delà. Ses 3 chevaliers essaient de la protéger, mais avant que quoi que ce soit ne se passe, le grand prêtre Clavel intervient, réprimandant Raphaël pour ses paroles dures. Mais Raphaël insiste qu'il n'a rien à voir avec le prêtre à moins que cela ne concerne l'épée sacrée de Chastel. Il dit que l'épée choisit son propriétaire et ne peut être utilisée par personne d'autre tant que le propriétaire est en vie. Alors, Raphaël dit qu'il devrait lui couper la tête. Il ajoute que Clavel n'a pas le droit de la garder et qu'il devrait la rendre à Chastil. Cependant, Chastil pense qu'utiliser l'épée sacrée pour ses propres besoins ne la rendrait pas différente de ses utilisateurs de magie sans cœur. Raphaël est surpris par sa fierté et son entêtement, mais respecte tout de même sa détermination. Finalement, Clavel lui rend l'épée, lui confiant son propre jugement et ses décisions. Mais Chastil se demande tranquillement pourquoi Raphaël l'aide. Cette nuit-là, après sa défaite, Barbatos emmène Zagan dans un pub pour boire, selon l'accord pour le laisser vivre. Il veut savoir si Zagan a vraiment un enfant ou s'il en a kidnappé un et qui est vraiment cette fille. Zagan répond qu'elle est quelqu'un que tous deux connaissent. Perplexe, Barbatos suppose qu'il pourrait s'agir de Vallefort, mais rejette cette idée. Il rit, réalisant que Zagan a en fait adopté un enfant. Leur conversation se tourne vers Raphaël le Grand, qui vient d'arriver en Verle, et Barbatos l'avertit que Raphaël vise la tête de Zagan. La rumeur dit qu'il a une fois mangé la chair d'un dragon, ce qui lui a conféré un pouvoir immense. L'expression de Zagan se durcit, car Vallefort a dit un jour que son père avait été tué par un Templier, et cela pourrait être le même homme. Et alors que Barbatos s'enivre, la porte de la taverne s'ouvre. Raphaël entre et se tient derrière eux avec une soif de sang totale. Raphaël leur adresse un sourire mortel, ce qui fait s'effondrer le barman. Et Barbatos est sur le point d'attaquer le vieil homme. Mais Zagan l'arrête, disant qu'il ne ressent aucune intention malveillante de la part de Raphaël. Alors, Zagan et Raphaël s'assoient dans le coin. Raphaël dit qu'il est venu rencontrer le sorcier qui a sauvé Chastil, son camarade. Zagan demande si Raphaël est d'accord pour laisser 2 sorciers marcher librement devant lui,
et Raphaël répond qu'il ne tue que les flammes avant qu'elles ne deviennent des incendies. Il demande ensuite si Shastil a jamais été un adversaire digne pour Zagan, et Zagan admet qu'elle lui a posé plus de défis que quiconque n'aurait pu le faire. En entendant cela, Raphaël décide de la tuer, et il mentionne que Shastil était censé chasser Zagan. Mais sa position de templière est maintenant perdue parce qu'elle l'a laissé partir, ce qui fait d'elle une menace pour l'Église. Zagan réalise que Raphaël est venu confirmer si sa connexion avec Shastil est réelle pour pouvoir l'utiliser contre elle plus tard. Il avertit Raphaël de ne pas faire de bêtises, disant que Shastil est adoré par les habitants et que cette ville lui appartient. Raphaël rit simplement et dit que Zagan est exactement comme il s'y attendait avant de partir. Zagan ordonne à Barbatos de suivre Shastiel en utilisant ses pouvoirs d'ombre, et en retour, Barbatos peut emprunter n'importe quel livre qu'il souhaite étudier. Quand Zagan rentre chez lui, Nephi l'attend pendant que Valfor dort sur ses genoux. Nephi dit que c'était l'idée de Valfor, et la fille a travaillé dur aujourd'hui à déplacer tous les livres du Château Sombre vers leur bibliothèque. Nephi mentionne qu'elle sait que Valfor lui a aussi dit qu'elle veut passer sa vie avec lui, mais elle est un peu triste de ne pas avoir pu faire de même. Zagan la rassure qu'elle sera aussi avec lui, et cela rend Nephi heureuse de savoir qu'il a promis qu'ils resteront tous ensemble. À cet instant parfait, Zagan se penche plus près, sa main effleurant le visage de Nephi, et tout semble propice à un baiser. Mais Barbatos surgit soudainement de l'ombre. Furieux, Zagan est sur le point de le maudire pour l'interruption, à moins que le rapport ne soit important. Barbatos dit que c'est urgent, et il porte le corps inconscient de Shastiel, disant qu'elle a été empoisonnée. Zagan et Nephi se précipitent à ses côtés, ce qui réveille Valfor. Lorsqu'elle aperçoit l'épée sainte, la colère l'envahit. Elle active son bras de dragon, prête à attaquer tout Templier en vue, mais Zagan l'arrête. Il lui dit que Castiel est une amie, et non celle qui a pris la vie de son père. Donc la tuer serait inutile. Et si Valfor cherche à se venger, elle doit frapper la bonne personne. Il dit que le meurtre n'est pas la meilleure solution, tandis que la torture est bien plus appropriée, et il promet de lui apprendre comment faire. Nephi et Barbatos échangent des regards inquiets à ces mots. Plus tard, Shastiel se réveille dans le lit de Nephi, où Zagan l'attend, lisant un livre. Il lui dit qu'elle aurait été empoisonnée et lui demande ce dont elle se souvient. Castiel se rappelle avoir reçu une lettre d'un homme en armure de chevalier qui cachait son visage. Il a dit qu'il soutenait la paix entre les sorciers et l'Église, mais que si Castiel suivait ses instructions, elle défierait Clavel. Cependant, l'homme ne l'a pas pressé de le rejoindre immédiatement. Il a mentionné un nom, Orobos, et lui a dit de s'en souvenir pour sa sécurité. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a trouvé du thé déjà préparé. Après l'avoir bu, elle s'est effondrée à cause du poison, mais c'est alors que Barbatos est apparu. Zagan demande si elle soupçonne quelqu'un, et Castiel pense à Raphaël, mais Zagan n'est pas d'accord, disant que Raphaël aurait terminé avec une épée, pas du poison. Alors qu'il se lève pour partir, Castiel lui demande de rester. Zagan lui dit de demander à Nephi à la place, sous-entendant qu'il ne devrait pas. Elle comprend le sens derrière cela et s'excuse. Pourtant, il ne veut pas réveiller Nephi, alors il tourne sa chaise vers la porte, surveillant. Castiel comprend silencieusement sa place car elle ne veut pas gâcher ce que Zagan et Nephi ont, et elle veut seulement les voir heureux. Le lendemain matin, Castiel reçoit un uniforme de domestique identique à celui de Nephi. Zagan lui permet de rester, mais dit que cela ne signifie pas qu'elle peut se détendre comme une invitée, et Castiel se plaint qu'elle n'a jamais fait de ménage auparavant. Lorsqu'elle rencontre Valfor, la fille lui montre de l'attitude, l'avertissant de ne pas se sentir trop à l'aise avec Zagan et Nephi. Valfor la traite même de side-hoe avant de s'enfuir. Zagan explique que Valfor déteste les Templiers pour avoir pris la vie de son père, donc Castiel doit comprendre son amertume. Mais ensuite, Castiel crie 3 fois en 1 heure à Valfor, surtout quand Valfor la taquine avec une grenouille, sa petite vengeance sans utiliser de magie. Les jours passent, alors que Castiel s'adapte à la vie au château, et Valfor note tout dans son journal. Elle admet que bien qu'elle aime le nom de Castiel, elle ne l'aime pas en tant que personne. Et pour une Templier professionnelle, Castiel semble faible, presque pitoyable aux yeux de Valfor. Juste à ce moment-là, Zagan entre dans la pièce, demandant à parler en privé pendant que Nephi et Castiel prennent un bain chaud ensemble. Castiel commente que la baignoire est assez spacieuse, et Nephi répond que Zagan l'a construite lui-même pour qu'elle puisse accueillir plus d'une personne. L'esprit de Castiel s'égare vers des pensées torrides, et Nephi rougit lorsqu'elle réalise ce que Castiel imagine. Pendant ce temps, Zagan parle avec Valfor, lui rappelant de ne pas faire de farce à Castiel pendant ou avant les repas. Il lui dit aussi qu'elle est libre de rester avec lui et Nephi pour toujours, ou de partir si elle le souhaite, et que c'est entièrement son choix. Cette nuit-là, Valfor rêve de son défunt père. Elle revit le moment où elle a vu quelqu'un dévorer sa chair, et le souvenir ravive sa rage. Et au lever du jour, Valfor a disparu de son lit, plongeant Nephi et Zagan dans la panique. Avant de partir, Valfor écrit dans son journal qu'elle se sent heureuse lorsque Zagan lui demande de rester au château. Elle apprend que dans cet endroit, il n'y a que des sentiments chaleureux. Elle apprécie l'attention douce et gentille que Zagan et Nephi lui accordent. Mais si elle choisit de rester, sa vengeance pour la mort de son père sera oubliée. Et elle ne le veut toujours pas. Valfor part, espérant que Zagan et Nephi la comprendront et l'attendront. Valfor se rend au château du Seigneur des Ténèbres à la recherche de quelque chose d'utile pour sa vengeance. Mais Raphaël l'arrête avant qu'elle ne puisse entrer. Valfor sent la présence d'un dragon en lui. Puis, elle se souvient que Raphaël est celui qui a tué son père et a mangé sa chair ce jour-là. Rempli de rage, Valfor bondit pour attaquer Raphaël et le vieil homme est prêt à l'abattre.
Mais Zagan arrive juste à temps pour arrêter le coup de Raphaël. Il dit à Valfort qu'elle peut faire ce qu'elle veut, mais pas la nuit. Et Zagan a heureusement Barbatos, qui peut voyager à travers les ombres, lui permettant d'arriver à temps. Valfort ne comprend pas pourquoi Zagan veut encore l'aider. Mais il dit simplement qu'il comprend et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Valfort s'excuse comme un enfant perdu. Et Raphaël est surpris de voir un sorcier aider un étranger. Mais Zagan le corrige en disant que Valfort est sa fille. En tant qu'homme, Zagan se tient droit, prêt à combattre Raphaël tandis que Raphaël active son épée, et une flamme sacrée en jaillit, brisant le cercle magique de Zagan. Il dit que sa lame a déjà tué un seigneur des ténèbres, et il croit pouvoir le refaire. Valfort demande pourquoi Zagan doit être aussi sérieux, et il répond que c'est pour lui apprendre à prendre une vraie revanche en forçant l'adversaire à utiliser toute son énergie jusqu'à ce qu'il soit désespéré. Puis, avec son cercle magique nouvellement amélioré, Zagan attaque Raphaël, et la flamme sacrée ne peut pas le traverser. Zagan a appris de sa bataille passée avec Castiel, alors il a créé un nouveau cercle magique qui se régénère en absorbant toute l'énergie environnante, le rendant incassable. Zagan endure 3 attaques de la flamme sacrée de Raphaël avant qu'elle ne disparaisse. Et maintenant que la flamme est éteinte, Zagan déchaîne sa magie contre Raphaël, l'envoyant valser. Zagan croit d'abord avoir déjà gagné, mais ensuite Raphaël se relève, prouvant qu'il n'est pas un chevalier ordinaire. De retour au château, Castiel se dirige vers la salle du trône, où Néphi attend à côté du portail de Barbatos. Castiel veut aider, mais son idéologie la retient, car elle était autrefois une templière. Pourtant, elle brandit maintenant son épée sacrée pour aider à nouveau un sorcier. Elle se sent égoïste, et Néphi remarque son expression troublée et lui demande si elle va bien. Puis, elle attire Castiel dans une étreinte chaleureuse. Et c'est à ce moment-là que Castiel s'effondre. Castiel ne sait pas pourquoi elle continue de se battre aux côtés d'un sorcier alors qu'elle est censée servir l'église. Mais elle sait qu'elle veut se tenir aux côtés de Zagan. Quand ses larmes sont taries, Néphi caresse doucement la joue de Castiel avec un sourire, disant qu'elle est heureuse que d'autres comprennent Zagan. Quand Castiel retrouve sa détermination, elle saute dans le portail, prête à se battre pour ce en quoi elle croit. De retour sur le champ de bataille, Zagan est surpris que Raphaël puisse encore bouger. Puis il voit les blessures du vieil homme se régénérer. Et il réalise que Raphaël a consommé de la chair de dragon. Zagan dit à Valfort de penser à une punition appropriée pour lui, mais Raphaël ne comprend pas pourquoi Valfort le déteste, car ils ne se sont jamais rencontrés. Puis elle mentionne le nom de son père. Orobas, le dragon sage, et Zagan ainsi que Barbatos reconnaissent immédiatement le nom. Valfort explique que son père aidait toujours ceux dans le besoin, et qu'un jour, un groupe de Templiers est venu demander son aide. Il est parti sans hésiter et n'est pas revenu pendant une semaine. Quand Valfort l'a finalement cherché, elle a trouvé son père gisant mort, une épée sacrée dans le cou, et Raphaël dévorant sa chair. Valfort déteste les humains depuis, bien que son père ait été un être gentil et désintéressé. Lorsque Raphaël apprend que Valfort est la fille d'Orobas, il attaque, saisissant Zagan. Valfort riposte, formant un cercle magique explosif et le lançant sur Raphaël. L'explosion est énorme, mais Castiel apparaît juste à temps pour l'arrêter et bloquer l'épée de Raphaël. Zagan exige de connaître le véritable but de Raphaël, surtout après avoir senti sa soif de sang disparaître en entendant le nom d'Orobas. Castiel arrête rapidement Zagan, et elle se souvient de la figure mystérieuse qui lui a parlé en secret et a mentionné Orobas, et elle croit que cette personne était Raphaël. Ils exigent que Raphaël s'explique, mais avant que quiconque puisse répondre, un golem géant surgit de la grotte, absorbant l'énergie de son environnement. Valfort le reconnaît comme le même golem qui est apparu aux portes du château, et le bouclier a dû se briser à cause de l'onde de choc de la magie de Zagan et de la flamme sacrée. Zagan essaie de maîtriser le golem comme il l'avait fait avec le démon de l'ombre auparavant, mais cela ne fonctionne pas. La créature ouvre sa bouche et libère un énorme rayon d'énergie. Tout le monde se jette à l'écart, sauf Valfort, figé sur place. Dans son dernier moment, Raphaël la sauve, perdant tout son bras gauche dans le processus. Zagan, furieux que sa fille ait failli mourir, déchaîne toute sa puissance et détruit le golem. Lorsqu'il atteint Valfort, il voit à quel point Raphaël est gravement blessé et réalise qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il demande à Raphaël pourquoi il a sauvé Valfort, et Raphaël dit que c'est son devoir de le faire. Zagan peut voir que Raphaël veut se racheter, alors il exige qu'il s'explique avant de mourir. Raphaël finit par s'expliquer que tout est un malentendu pour Valfort, et qu'il n'aurait jamais pu prendre la vie de son père. Mais Valfort refuse de le croire parce qu'elle l'a vu de ses propres yeux et que Raphaël était là. Alors, Raphaël lui demande en retour si son père était assez faible pour être tué par un simple humain. Il a révélé qu'à ce moment-là, Raphaël avait demandé de l'aide à Orobas pour vaincre un ennemi puissant, le démon légendaire. Valfort n'y croit toujours pas, et Raphaël comprend pourquoi, car tout le monde pense que les démons ne sont rien de plus que de l'histoire. Mais il dit que c'est vrai, et que ces démons sont revenus à notre époque. Zagan ajoute qu'il en a vu un lui-même, le démon de l'ombre dans la grotte, et c'est pourquoi il cherche un moyen de les affronter. Valfort se sent triste de savoir que son père a été vaincu, mais Raphaël lui dit de garder la tête haute, car Orobas n'a pas été vaincu, mais il a gagné la bataille en se sacrifiant, et dit que Valfort ne devrait pas en vouloir à sa mort, mais elle devrait être fière de savoir que son père s'est battu pour la sécurité des gens, et pour elle. Mais Raphaël accepte que si prendre sa vie soulagera sa douleur, il l'acceptera. Mais il demande qu'elle comprenne que si les utilisateurs de magie dans l'église restent divisés, l'humanité ne peut pas être à l'abri des démons, et c'est pourquoi Orobas a dit à Raphaël de continuer à vivre.
Sans réfléchir, Raphaël a bu le sang d'Orobas, héritant de son pouvoir. Mais il dit que son combat est presque terminé et que la prochaine génération comme Zagan et Chastiel doit se lever. C'est pourquoi il a formé la faction de la paix pour mettre fin à la querelle sans fin entre les mages et l'Église. Barbatos ricane, disant qu'un homme qui a mis fin à des centaines de sorcières et de sorciers n'a pas le droit de parler de paix, et Raphaël accepte ces mots, mais c'est pourquoi il a besoin que Chastiel soit le visage de la réconciliation entre l'Église et les sorciers. Alors qu'il parle, le golem bouge encore. Raphaël dit qu'il n'est pas fait uniquement de magie, et que le corps du golem est construit à partir de la chair d'un démon, le Chiméra. Il le reconnaît comme le cadavre que Feu Marchesias a apporté ici et réanimé avec la magie. Zagan se prépare à lancer son sort nouvellement amélioré, et Chastiel se lève, prête à lui ouvrir la voie. Avec sa flamme sacrée, elle balance son épée droit à travers le cœur du golem et Zagan frappe. Lorsque le corps se brise, la magie restante à l'intérieur anime les fragments et les renvoie vers Zagan. Chastiel bondit en avant, tranchant les débris volants en cailloux inoffensifs. Enfin, Zagan active son nouveau cercle magique, délivrant un coup qui draine l'énergie du golem et le transforme en une explosion massive. Zagan admet qu'il a encore besoin de quelques ajustements. Chastiel est étonné par son ingéniosité, et Zagan loue sa force en retour, car avoir un allié puissant n'est pas une mauvaise chose. Puis Valefor les appelle alors que l'état de Raphaël empire. Zagan essaie de le soigner, mais ne peut faire aucune promesse car la régénération de Raphaël échoue. Avant de disparaître, Raphaël dit à Chastiel qu'elle est vraiment le nouvel espoir, et que ses soldats la suivront. Chastiel demande pourquoi Raphaël a utilisé le nom d'Orobas, et il révèle qu'Orobas est le véritable fondateur de la faction de la paix, et la raison pour laquelle Raphaël vit encore. Zagan, sceptique, lui demande pourquoi Raphaël chassait les sorcières et les sorciers si c'est vrai. Raphaël répond qu'il n'a jamais eu l'intention de le faire, car il a seulement essayé de parler, même de leur sourire. Mais ils l'ont attaqué en premier, alors il a brandi son épée pour se défendre. Cette réponse frustre Zagan, qui soutient que l'expression de Raphaël n'a guère l'air amical. Mais Barbatos souligne que Zagan n'est pas très différent lui-même. Raphaël dit à Chastiel de retourner à l'église et de le laisser s'occuper de ceux qui veulent sa mort. Avant qu'il ne parte, Valefor demande ce qu'il pensait vraiment de son père. Raphaël répond qu'Orobas était un dragon puissant, et que combattre à ses côtés a été l'expérience la plus extraordinaire de sa vie. Après que Raphaël quitte le château, Zagan demande à Valefor si c'est ce qu'elle voulait, mais elle ne sait pas, car tuer Raphaël ne lui semble plus juste. Zagan sourit, disant que sa réponse suffit, puis elle ramène Valefor chez elle, là où elle appartient. Ailleurs, Clawel rencontre ses 3 camarades, et il cherche toujours Chastiel. Il veut sa vie pour lui-même, pas pour quelqu'un d'autre, surtout pas pour Zagan le sorcier. Et quiconque prend parti pour les sorciers doit être puni. Mais il sait que s'il perd Chastiel, l'épée sacrée perdra son maître, et en trouver un autre sera difficile, car quiconque n'est pas digne mourra par la volonté divine de l'épée. Alors que Clawel rumine, Raphaël entre dans la pièce, mais en voyant le sang sur Raphaël, Clawel trouve une excuse pour l'achever, car pour lui, travailler avec Zagan est un péché. Clawel enduit sa main de poison, prétendant qu'il va guérir la blessure de Raphaël, mais d'un geste rapide, Raphaël lui coupe la main nette. Clawel hurle et s'effondre, mais Raphaël le fait taire avec son pied, déclarant que personne ne perturbera la paix du futur. Alors Clawel doit aller se détendre avec Michael Jackson. Le lendemain matin, la nouvelle de la mort de Clawel se répand. Chastiel soupçonne déjà qu'il est celui qui l'a empoisonné, et sachant à quel point Clawel était strict, elle décide de retourner à l'église pour rétablir l'ordre. Elle confronte ensuite Valefor, et est heureuse qu'ils se réconcilient enfin, ce qui fait pleurer Chastiel. Maintenant que Zagan et les autres l'ont accepté, Chastiel promet de créer un monde où sorcières, sorciers et humains peuvent coexister. Elle est sur le point de partir quand Raphaël la félicite. Choquée, elle réalise qu'il est toujours en vie et travaille maintenant comme majordome de Zagan. Raphaël explique qu'il est venu au château pour recevoir le jugement de Valefor, mais elle lui a demandé de travailler avec Zagan à la place pour qu'il puisse aussi l'aider. Et en cadeau, Valefor lui fabrique un nouveau bras blindé pour remplacer celui qu'il a perdu. Voir à quel point cette famille est étrangement joyeuse fait réaliser à Chastiel qu'elle n'en fait pas vraiment partie, mais Zagan lui dit que la porte lui sera toujours ouverte. Lorsqu'il la raccompagne, Zagan demande à Barbatos de la suivre un moment pour s'assurer qu'elle peut se débrouiller. Le voir montrer autant d'inquiétude pour Chastiel rend Nephi un peu jalouse. Elle lui attrape le bras pour attirer son attention, et Zagan comprend qu'elle attend quelque chose. Ne voulant pas la décevoir, il la prend dans ses bras, la charme, et s'excuse de l'avoir laissée la nuit précédente. Un autre jour commence, et Valefor écrit dans son journal sur son nouveau départ. Elle écrit sur le moment où Zagan et Nephi l'ont accueillis comme membres de leur famille, et sur Raphaël et Chastiel qui l'ont sauvé avec une gentillesse qu'elle n'aurait jamais pensé recevoir. Valefor souhaite les rembourser petit à petit en devenant plus forte. Sur les dernières pages, elle raconte des histoires des nouveaux membres de la famille. Raphaël, l'ancien templier qu'elle soupçonnait autrefois d'avoir tué son père, mais qui s'avère être un homme bon qui le respecte profondément. C'est aussi un excellent cuisinier, particulièrement doué pour faire des douceurs, bien qu'il gâche toujours le moment chaque fois qu'elle veut voir Zagan et Nephi ensemble, comme quand Raphaël fait des macarons. Nephi est sur le point de nourrir Zagan elle-même, et Valefor regarde avec impatience, mais Raphaël trouve toujours un moyen de lui couvrir les yeux ou de la distraire, et il insiste sur le fait qu'il est trop tôt pour qu'elle voie de telles choses. Aujourd'hui, Chastiel vient pour une soirée pyjama, alors Nephi l'emmène au marché pour faire des courses.
Tout le monde dans la ville leur sourit chaleureusement. Et avant de rentrer chez elle, Nefi s'arrête chez Manuela pour la remercier, lui offrant une boîte de macarons en guise de gratitude pour toute son aide. Manuela est ravie et en retour demande à Nefi d'essayer ses nouvelles robes. Zagan veut objecter, mais il sait qu'il ne peut pas gagner contre Manuela, alors il se retire. Là, il remarque un phonographe sur le comptoir. Manuela explique que des enfants de la ruelle l'ont trouvé, mais que personne n'en voulait, alors ils l'ont laissé chez elle. L'histoire rappelle à Zagan son propre passé, quand il vivait dans la rue, fouillant dans des tas de déchets pour trouver quelque chose à vendre. Ému par ce souvenir, il achète le phonographe avec un sac plein de pièces d'argent. Manuela insiste que c'est trop, mais Zagan lui dit d'utiliser l'argent comme elle le souhaite. De retour à la maison, Shastiel arrive pendant que tout le monde est encore au marché. Alors elle finit par discuter avec Barbatos. Quand les autres reviennent, Zagan lui demande comment se passe le travail. Shastiel soupire, disant qu'elle est épuisée car toutes les tâches de Clavel ont été laissées à sa charge. Puis Zagan se tourne vers Barbatos, lui rappelant qu'il n'a jamais été invité, et Valefort ajoute qu'ils n'ont pas de nourriture en plus pour lui. Agacé, Barbatos grogne, mais Zagan lui tape sur la tête, disant que personne n'est autorisé à embêter sa fille. Pour changer d'ambiance, Nefi dit qu'elle va préparer le dîner. Shastiel insiste pour aider, affirmant qu'elle peut gérer des plats simples. Mais avant qu'elle ne puisse commencer, le chaos éclate. Son cri fort résonne depuis la cuisine. Atteignant la bibliothèque où Zagan bricole le phonographe, Barbatos entre, se plaignant que Shastiel est désespérante, qu'elle brûlerait même l'eau bouillante. De retour dans la cuisine, Shastiel essaie de faire de la soupe. Elle pense que c'est bon, mais quand Nefi la goûte, elle réalise que les papiers gustatifs de Shastiel doivent être abîmés. Pour sauver le dîner, Nefi tire doucement Shastiel de côté, lui disant de se reposer en tant qu'invité, tout en promettant que la soupe sera servie pour le petit déjeuner à la place. Quand le dîner est prêt, tout le monde se rassemble dans la salle à manger. Zagan sort le phonographe et le démarre. La machine se met en marche en douceur, remplissant la pièce de musique qui correspond parfaitement à l'atmosphère chaleureuse. Raphaël mentionne qu'il a dansé une fois sur de la musique comme ça, et Valefort lui demande ce qu'est la danse. Il explique que c'est quand un homme et une femme se tiennent par la main et bougent ensemble au rythme. Alors que le dîner commence, Barbatos a déjà bu. Il se vante que Shastiel ne pourrait jamais cuisiner comme Nefer et la taquine à propos de dormir avec une peluche. Embarrassé, Shastiel l'accuse d'être un harceleur, mais Zagan intervient, disant que Barbatos a tendance à parler à tort et à travers quand il est ivre. Et Nefi ajoute que c'est en fait Barbatos qui l'a trouvé quand Shastiel a été empoisonné. Shastiel s'excuse et le remercie, mais elle est toujours gênée et finit par pleurer, gâchant l'ambiance, alors que la douce mélodie du phonographe continue en arrière-plan. Zagan dit à Barbatos de s'excuser, mais il refuse et boit plutôt la soupe. Au début, il la loue, mais s'effondre inconscient quelques instants plus tard. Nefi regarde avec incrédulité, se demandant comment cette soupe a pu arriver sur la table. Valefort ricane et admet que c'était son idée de faire une farce à Barbatos. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit allé se coucher, Zagan travaille encore sur le phonographe. Nefi s'assoit à côté de lui, disant qu'elle a apprécié le dîner de ce soir, puis demande pourquoi il a acheté le phonographe. Zagan répond qu'il voulait qu'elle profite de la musique, et Nefi sourit doucement, le remerciant, heureuse de le voir plus satisfait qu'avant. Pour Zagan, c'est parce qu'il a enfin tout ce qui lui manquait autrefois, comme une maison animée, de la bonne nourriture et des gens qu'il aime. Il se souvient avoir dormi dans la rue, survécu avec des restes, et de la gentillesse des étrangers. Alors que la musique joue une dernière fois cette nuit-là, Zagan demande à Nefi de danser. Valefort se réveille juste à temps pour les voir, et Raphaël les rejoint, réalisant qu'aucun d'eux ne sait danser. Avec un soupir amusé, il décide de leur apprendre, et la scène se termine par des rires maladroits. Le lendemain, Zagan place le phonographe dans la ruelle où il a autrefois vécu. Sa musique joyeuse résonne dans les rues alors que les enfants dansent, et que tout le monde célèbre le cadeau avec joie. Alors que le soleil se couche, Zagan et Nefi dansent ensemble sous le ciel lumineux, souhaitant que ce bonheur dure éternellement. Commentez Night Red ci-dessous si vous avez regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.